laisser chacun vous présenter, ça ira plus vite plutôt que je vous introduise. Charles, je te laisse faire. Bonjour, Charles de Gatine. Je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Pélide. Et notre métier chez Pélide, qui fait pas mal écho à au précédent panel, c'est qu'on prend évidemment avec le consentement éclairé du consommateur, on récupère les données de transactions bancaires, on les enrichit, on fait de la connaissance client et ensuite on se sert de cette connaissance client pour opérer des programmes de fidélité pour les banques en marque blanche. Et du coup, on crée de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème, évidemment les consommateurs parce que effectivement c'est du pouvoir d'achat en plus, pour la banque parce que effectivement ce sont des services à forte valeur ajoutée et c'est un nouveau modèle économique, et puis également pour les marchands puisque on leur apporte une connaissance. Alors justement moi je suis plutôt d'accord pour dire que je pense que la donnée bancaire est extraordinaire et elle n'a pas à rougir de la donnée des GAFA, et donc on permet aux retailers effectivement de mieux connaître les consommateurs et de créer de l'incrément au travers de l'acquisition et du changement de comportement. Merci. Arnaud. Bonjour, Arnaud Grosam. Je travaille chez Mastercard depuis 7 ans. Alors plutôt que vous présenter ce qu'est Mastercard, parce que j'imagine que c'est connu du grand public, je vais vous expliquer un peu ce que j'y fais chez Mastercard. Ce que vous connaissez sûrement de Mastercard, c'est Mastercard en tant que réseau mondial de paiement, avec d'un côté 2,5 milliards de cartes Mastercard, et puis de l'autre côté 40 millions de commerçants qui les acceptent. Et Mastercard qui agit en tant que réseau, en connectant 22 000 institutions financières. Ce qui est moins connu de Mastercard, c'est ce que j'y fais. Depuis 10 ans, Mastercard opère une transformation pour passer de cette définition de son cœur métier, réseau mondial de paiement, vers un nouveau métier qui est un acteur mondial de technologie avec les data et les services au centre. Moi, c'est exactement ce que je fais chez Mastercard. On fonctionne un peu comme une start-up avec des profils d'entrepreneurs. Et tous les jours, on co-crée avec nos partenaires bancaires, acteurs de la distribution, les villes, des projets très concrets à base de data et d'innovation. Et évidemment, énormément d'éthique également, et on y reviendra. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Guermont-Prey, je suis le président de l'Emonway, établissement de paiement français qui est actif partout en Europe au service des marketplaces financières, ce qu'on appelle le financement participatif, les listes de mariage, etc., des places de marché B2B, B2C et C2C, lorsqu'il y a des produits d'occasion qui sont revendus sur des plateformes. Donc nous avons ouvert 8 millions de comptes de paiement en 6 ans, et c'est un métier finalement assez proche de celui que je faisais en tant que dirigeant du groupe, de la division bancaire du groupe Auchan, Onet, puisque je recrute des clients à travers des prescripteurs. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle René Lequignac, je suis CEO fondateur de la start-up About Goods Company, qui est basée à Annecy. Et notre métier, c'est d'agréger, de récupérer, d'agréger et de raffiner les données de consommation des consommateurs via leurs applications mobiles. Un point extrêmement important, à la différence de beaucoup de mes petits camarades, ce sont des données strictement anonymes. Donc on connaît tout de votre profil, mais rien de votre face. Donc on ne traite ces données que reliées à un unique ID, et en aucun cas on ne gère les données d'identification de l'individu. Ce qui fait qu'on peut récupérer ces datas, les agréger dans des grandes databases et développer et fournir des outils décisionnels qui ressemblent un peu à des panels de consommateurs, puisque ce sont des données single source, donc rattachées à un individu. Et ces données ont l'avantage d'être extrêmement détaillées, beaucoup plus que ce que fournissent ces panels. Entre autres technologies pour acquérir ces data, on a développé une techno d'analyse automatique des tickets de caisse. Donc on est capable de lire n'importe quel ticket de caisse, de comprendre n'importe quel produit, de le catégoriser avec un très grand niveau de détail, en plusieurs langues, puisqu'on opère déjà la France, l'Espagne et l'Italie. Et on travaille pour la plupart des grands acteurs des opérations promotionnelles, type ceux qui connaissent Aiko, Sogec, etc., qui ont d'énormes quantités de tickets de caisse à analyser et qui donc utilisent nos technologies. Donc dernier point, concernant les banques, pour les banques, on fournit l'analytique des tickets de caisse que leurs consommateurs photographient pour alimenter leur PFM. Et on analyse corrélativement les transactions avec la même technologie d'analyse sémantique. Et donc on arrive à reconstituer de manière extrêmement détaillée, en temps réel et de façon anonyme, pour chaque individu, un tableau de bord extrêmement précis de ce qu'il consomme. C'est donc la base du PFM. Merci. Donc on est sur un plateau très paiement et PFM et consommation. Damien, je t'ai vu prendre plein de notes tout à l'heure.
Oui. Donc peut-être on va commencer avec un peu pour chacun d'ailleurs, peut-être une réaction. On a fait 2 heures de panel, je ne sais pas si vous étiez tous là toute la matinée, mais en tout cas ceux qui étaient là, si vous avez quelques réactions avant d'avancer sur mes autres questions, rapidement Oui, bien sûr. oui. D'abord je voudrais remercier les banques qui étaient là, parce que je fais partie des sceptiques et ils ont été confrontés au même problème que j'ai eu dans la grande distribution. Donc eux, ils l'ont eu dans la banque. Et en fait, on vient toujours avec des budgets, des projets, etc. Et on voit bien que les planètes ne sont pas du tout alignées. Chez Auchan, il n'y avait aucun intérêt finalement à traiter le contenu des tickets de caisse que j'avais par millions. J'avais quand même recruté 7 millions de porteurs de cartes qui identifiaient la consommation de chacun des individus. Hein. Et je pouvais anonymiser les données. Et je pouvais même revendre les données aux fournisseurs d'Auchan. Enfin, je pouvais faire plein de choses. Mais tu Et finalement, n'avais pas de traction interne en fait. le modèle, absolument, tu fais face en fait à des dirigeants que ce soit dans les banques ou dans la grande distribution, qui n'ont pas intérêt pour l'instant. À l'époque, le modèle d'Auchan, c'était j'émets des millions, 10 millions, rien qu'en France, de tracts hebdomadaires, toutes boîtes aux lettres, payées par les fournisseurs. Comment veux-tu casser un modèle aussi important qui marche depuis 40 ans ? Tu viens avec des données. Ça se saurait si on pouvait gagner de l'argent avec les données. Il y aurait depuis longtemps des divisions, business unit, données, data, dans les banques, dans la grande distribution. On ne l'a jamais vu. Donc tout ce qu'on sait, c'est que ça coûte un fric de dingue. Et donc là, les dirigeants se disent, ça coûte un fric de dingue, j'y vais pas, parce que mon modèle, c'est pas celui-là. Pour ça, c'est quand tu as été chez Auchan, ça a bougé un peu depuis quand même. Alors, j'ai pas beaucoup de leçons à donner, parce que moi, j'ai recruté donc, en 5 fois moins de temps, avec 20 fois moins de gens, autant de comptes de paiement, mais pour rien en faire, pour l'instant. Je dois être honnête, la CPR veut absolument que je contacte les clients finaux. 8 millions d'Européens qui ont ouvert un compte de paiement à travers les Monway via des milliers de marketplaces. Mais pour l'instant, je n'en fais rien, parce que tant qu'il n'y a pas de modèle derrière, je ne vais pas commencer à m'occuper des clients finaux. D'accord ? Donc je fais partie un peu des sceptiques, parce que je l'ai trop vu dans ma vie. On m'a parlé de CRM toutes les années 2000. Alors, les choses ont changé, c'est vrai. Mais pour l'instant, je sens que, et j'ai remercié encore ce matin, les intervenants qui ont bien parlé d'un problème culturel et d'un problème il n'y a pas que le problème culturel. Il y avait un paradoxe énorme. C'est-à-dire que ce matin, on a entendu finalement que les clients ont confiance dans leur banque parce qu'ils savent justement que la banque ne va pas utiliser leurs données. Et en même temps, tu raccourcis un peu. Peut-être. En même temps, je vois des millions de banques nouvelles, de néobanques, comme on dit, qui offrent... Donc les millions de clients se ruent vers des néobanques gratuites, alors même que les néobanques ont promis au marché qu'elles utiliseraient et monétiseraient leurs données. Charles, je vois trépigner. Oui, non, mais bien sûr, mais parce qu'en fait, on a essayé sur le panel précédent de parler du consommateur et finalement, on n'a pas beaucoup parlé du consommateur. Et en fait, au final, celui qui va gagner, c'est celui qui apporte le plus de valeur au consommateur. Alors, dans la valeur du consommateur, il y a la simplicité, la valeur d'aider des consommateurs à avoir une application qui soit simple et efficace est une bonne valeur. Mais si effectivement vous lui permettez de effectivement monétiser ces données avec son accord, c'est également une valeur très forte. Et à partir du moment où lui il accepte de le faire, vous allez effectivement commencer à avoir des vrais modèles économiques. Mais ce modèle économique, il ne passera qu'avec l'accord du consommateur si vous lui apportez une valeur tangible. Et la simplicité est une des valeurs les plus tangibles qui est primée, et c'est ce qu'on voit notamment chez les néobanques. Donc j'entends ce que tu dis, je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'on va commencer à être dans une ère où effectivement, avec l'accord éclairé du consommateur, eh bien, on va commencer à voir poindre des modèles économiques. Et j'en parle parce que effectivement, moi, c'est mon métier et je connais les chiffres. Moi, aujourd'hui, je fais gagner des dizaines d'euros effectivement à la banque, mais des plusieurs dizaines d'euros effectivement aux consommateurs. Donc non, je pense que ça arrive, mais il faut bien mettre au milieu le consommateur. Et le consommateur, ce qu'il aime, c'est une expérience hyper simplifiée et de la valeur très tangible. Arnaud, je te vois avoir envie de répondre sur le même sujet. Non, moi, j'ai trouvé les échanges extrêmement riches ce matin. Il y a 2 sujets qui m'ont beaucoup touché. Le premier, c'est de parler très concrètement de ces services positifs. Et il y avait effectivement, on voyait de l'ensemble du panel bancaire, je trouvais très intéressant, une démonstration de dire voilà, le secteur vit une transformation majeure avec les nouvelles réglementations qu'on connaît, avec les nouvelles technologies qu'on connaît, avec les nouveaux entrants. Ça change complètement ce que les consommateurs attendent de leur relation avec leur banque. Ça change aussi quel est le cœur métier de la banque et où elle fait de la valeur. Ça change aussi le rôle de l'agence dans un monde tout digital. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble exactement à ce que le secteur des télécoms a vécu il y a 10 ans, avec le lancement de l'iPhone, qui a changé ce que les consommateurs ont attendu de leurs opérateurs télécoms, avec le lancement de WhatsApp, qui a changé le core business, qui était plus
centré sur le SMS. Et ça a changé avec le lancement de Facebook, qui a déplacé la valeur de la voix vers la data. Et donc, ce que je vois d'un point de vue très concret, c'est nous, on travaille tous les jours avec des banques qui essaient de travailler sur ces 3 problématiques. Comment est-ce que je peux avoir des services positifs qui peuvent apporter au consommateur, qui est finalement celui qui produit la donnée. Nous, on pense chez Mastercard, et comme beaucoup d'autres entreprises, qu'il faut que le consommateur, non seulement il contrôle ce qu'on fait de sa data, mais il en bénéficie. Et donc, on lance chaque jour des projets. Ça peut être, par exemple, des programmes de fidélité, de cashback. Après, vous allez me dire, ce n'est pas très nouveau. Après, ce qui différencie un programme de cashback d'un autre, c'est de savoir est-ce que l'unité de mesure à la fin de l'année de ce que la banque a rendu au client dans un environnement européen interchange déprimé, est-ce que ça se compte en millions d'euros ou en milliers d'euros? Et donc ça veut dire c'est quoi l'expérience client qui est derrière? Est-ce que c'est tous mes millions de consommateurs qui en bénéficient ou pas? Quelle est aussi la preuve que je peux faire aux commerçants si c'est eux qui vont financer la générosité pour, de manière industrielle, avoir un grand nombre? Parce que c'est bien d'avoir un programme de fidélité, mais si ça ne touche pas tous les usages, ça sert pas, et donc c'est pas aussi généreux. Ça peut être également dans le rôle de conseil, parce que je pense que dans cette remise en question aussi de le rôle de la banque, je pense qu'il faut refocus vers le corps de la banque, et quand même, il y a un rôle de conseil. Et si je prends un exemple de clientèle, les commerçants par exemple, comment avoir une conversation intéressante avec son commerçant qu'on a acquis, à qui on a fourni du matériel monétique, pour pouvoir lui dire, voilà, je vais t'aider, au-delà de la monétique, dans ton business. C'est quoi la fréquence d'achat de tes clients? Quel est ton panier moyen par rapport à ta zone de chalandise? Quelle est ta part de marché? Comment est-ce que je peux t'aider à ça? Et avec énormément d'éthique. Et donc, ça c'est le deuxième sujet qui m'a beaucoup marqué dans la discussion et qui, moi, me passionne, c'est finalement, il y a une dialectique entre 2 objectifs qui paraissent contraires. Le premier, c'est j'ai envie de libérer le plein potentiel de mes données. Et de l'autre côté, protéger la vie privée. Et on a l'impression que soit on fait l'un et on dégrade l'autre, soit on fait l'autre et on dégrade l'un. Et donc, je pense qu'il y a là-dessus 2 choses, moi, qui me marquent. Le premier, c'est que je pense que trouver un compromis n'est évidemment pas l'optimum, parce qu'on a tous envie et de libérer le plein potentiel de données et de garantir 100% de la vie privée des gens, bien que ça paraisse impossible. Et deuxièmement, je pense que l'approche des 10 dernières années, qu'on a beaucoup entendu aussi ce matin, qui fonctionnait bien sur les cas d'usage actuels, qui sont quand même beaucoup défensifs, à savoir, je crée un data lake avec toutes mes données, j'investis dans des machines analytiques et des humains, et je vais protéger mon environnement, parce qu'il n'y a aucune donnée qui va sortir de France, et il n'y a aucune donnée qui sort de mon data center, et je mets des barrières et des badges d'accès, etc. Je me pose la question si c'est vraiment adapté aux 10 prochaines années, aux nouveaux cas d'usage. Parce que, comme on l'a dit ce matin, l'accès aux données, avec l'open banking, il y en a d'autres qui vont avoir accès. Donc, il y en aura moins, on a entendu parler ça ce matin. Deuxièmement, avec la RGPD, j'ai beau avoir investi énormément en machines, en analytics, en data scientist, j'ai moins de cas d'usage. Et troisièmement, ce n'est pas parce que j'ai des barrières et des badges d'accès que pour autant je suis prémuni contre le risque qu'un de mes salariés copie tout simplement des données personnelles et les produise à l'extérieur. Et donc pour moi, la problématique donc ça ne me garantit pas qu'on puisse vraiment protéger la vie privée et maximiser l'usage des données. Et moi, l'exemple que je prends souvent, c'est la cuisine. Moi, j'ai des petits-enfants en bas âge et vous avez chacun une cuisine chez soi à la maison. Et on n'a pas envie, dans sa cuisine, à la maison, de faire des expérimentations dangereuses avec des produits toxiques. Il faut utiliser un laboratoire stérile pour faire ça. On ne fait pas ça dans sa cuisine. Et si la cuisine, c'est des centres de production de données, dont des données privées, dont des données personnelles, comment pouvoir travailler dans un laboratoire stérile, ces expérimentations, dans un univers où il n'y a pas de données privées, et on peut du coup être complètement respectueux de la RGPD. C'est ce qui a motivé d'ailleurs. On y reviendra. René, toi, tu travailles que sur les données anonymisées, en fait. Oui, voilà, exactement. Donc, quelque part, je réponds à la question qui a été posée. Donc, moi, j'ai vu que le dernier panel beaucoup à ce que de banque. Voilà. J'ai vu que le dernier panel de banque et effectivement, il y a 2 choses qui m'ont manqué quelque part. Mais je les ai en grande partie entendues là. C'est que d'une part, les banques se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire de génial avec toutes les datas qu'elles accumulaient sur leurs clients. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elles pouvaient produire comme valeur pour elles-mêmes pour améliorer leur business. Je ne les ai pas assez entendus dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme service au consommateur qui va agrémenter, qui va améliorer sa vie quotidienne.
Or, nous, on a constaté dans des essais qu'on a fait avec des applications de liste de courses, on s'est amusé à développer des trucs comme ça, et on envoyait ce qui était un embryon de PFM, donc de tableau de bord, qui récapitulait la totalité des achats, triés, catégorisés, rendus de manière beaucoup plus compréhensible. Et on a été très frappés de voir qu'à peu près 25% des utilisateurs de notre app, il y en avait 40 000 de mémoire, photographiaient systématiquement tous leurs tickets de caisse parce qu'ils avaient pris goût au petit tableau de bord qu'on leur faisait à la fin en temps réel, tous les jours, qui leur permettait de mieux comprendre comment ils avaient organisé leurs achats, est-ce qu'il y avait eu des évolutions d'une semaine ou d'un mois à l'autre, et est-ce qu'ils avaient des chances de trouver des catégories de produits avec des meilleurs prix dans des enseignes plus proches de chez eux. Donc en fait, il y avait toute une réanalytique qui était faite de l'ensemble des achats, et on s'est aperçu que ça avait un vrai intérêt pour le consommateur. Et dès que notre truc était en rate parce qu'on était en train de bricoler sur le serveur, on se faisait engueuler immédiatement parce que le tableau de bord n'était pas à jour. Donc on voyait, là, on avait un vrai marqueur d'intérêt, quoi. Toi, pour aujourd'hui, pour aller chercher cette valeur à proposer au client, tu n'es pas passé par la donnée de la banque, tu n'es pas passé par la donnée du marchand, tu demandes au client de t'envoyer son ticket. Complètement. C'est le pouvoir au client Alors, directement avec toi sur un sujet que tu vas lui proposer après. Alors après, nous, on fournit les technos qui permettent de le faire dans n'importe quelle app mobile. Donc on équipe des applications mobiles bancaires, principalement en Espagne. Malheureusement, on n'a pas eu encore une audience très forte en France, désolé. Donc on bosse avec Santander, on n'est pas malheureux, on ne se plaint pas. Mais on aimerait bien bosser avec des banques françaises aussi. Alors voilà, c'est juste avis, ceux qui sont là. Voilà. Si vous m'entendez. Ce qui a pu changer, c'est que toi, donc, tu vas suivre les tickets de caisse à travers, tu fais travailler les clients, et nous, on essaie de suivre, là, on traçait les consommations des clients à travers leurs cartes, d'accord. Et je trouve ce qui a changé, c'est chez toi, c'est que désormais, on va accéder aux données des clients via les fameuses API des banques. Et là, donc, on ne fait plus travailler le client, et on ne fait plus face à un problème qui est évident, c'est que les terminaux de paiement sont de nature hétérogène et c'est parfois compliqué d'avoir accès à la donnée. Donc là, j'ai trouvé ça une révolution. La révolution est en cours. Merci, on espère, on travaille pour. Non, mais effectivement, tout est question de simplicité pour l'utilisateur. Si vous dites à un utilisateur, il y a un truc à faire, c'est pas grand-chose, même une photo, il va vous dire oui, il va le faire une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Mais la réalité, c'est que ça marchera pour des gens qui sont vraiment en contrôle fric avec leurs données et ainsi de suite et qui veulent tout maîtriser. Oui, ok, ça marche, mais pour un volume important de consommateurs, je pense que c'est compliqué. Et vraiment, la beauté de nous, ce qu'on fait, mais d'autres le font, c'est que, évidemment, à partir du moment où vous donnez votre consentement une fois, un consentement éclairé, évidemment, il n'y a plus de rupture d'usage dans le paiement, effectivement, pour obtenir de la valeur concrète et réelle sous forme de fidélité. En même temps, vous parlez de révolution, mais c'est vrai qu'on avait d'ailleurs sur ce même siège, je crois, l'an dernier, à la même époque, CDLK, un autre membre de l'association. On en a plusieurs autres dans l'association qui font ça depuis des années, et ça paraît très long à prendre la sauce, quoi. Tu vois, enfin, Cardlytics, ça fait je compte même plus les années. Qu'est-ce qui bloque encore moi, je réagir. C'est les données associées au paiement, c'est ça, c'est votre métier. Alors moi j'ai 2 réponses. D'abord, on n'a pas beaucoup parlé du contexte. N'hésitez pas à en parler. Le contexte, c'est quoi? C'est que le modèle économique de la banque, c'était le dépôt, le crédit, c'est très relié au taux. C'est un peu compliqué en ce moment, les taux sont assez bas. Du coup, il y avait un autre modèle économique qui était le PNB de la carte, Mastercard, mais sauf qu'il y a des banques en ligne qui sont arrivées, type Boursorama et autres, qui ont dit écoutez les gars, c'est gratuit. Pardon, rappelle-moi combien de milliards fait encore les banques sur la facturation des cartes, tu me disais? Oui, c'est encore. Non, j'ai changé qu'effectivement, les banques françaises sont bien logées parce que ça facture encore, c'est pas gratuit. C'est plutôt riche, c'est quelques milliards effectivement d'euros de cotisation de cartes. Pas encore gratuite. Parce que les cartes sont très riches en France pour la plupart des banques. Oui, pardon. Bon, et donc, je pense qu'il y a un contexte à ce premier élément de réponse. Et en gros, je pense qu'il y a pas mal de banques qui se posent la question de quel sera mon modèle économique de demain. Donc, effectivement, les taux sont bas, donc il va falloir se réinventer un petit peu. Je pense qu'il y a une autre révolution qu'on ne voit pas, c'est que en fait, le consommateur, et notamment cette fois-ci au travers des néobanques, même s'il y a peu de volume, il veut de la clarté en fait. Donc le modèle économique entre guillemets du flou et de l'oubli qu'ont pratiqué pas mal de banques, dès qu'on sort des clous, hop, on prend 10 €, 15 €, des frais qu'on ne comprend plus, et ainsi de suite, ça va être de plus en plus compliqué. Conclusion d'histoire, et c'était le débat d'avant, moi je pense qu'une partie du modèle économique des banques de demain sera ralliée à l'utilisation de la donnée, et probablement pour une partie mon métier. Donc il y a un contexte très fort qui fait que les banques se disent ok, maintenant, et je pense qu'il faut qu'on y aille. Et en plus, on est challengé par des GAFA parce qu'on en a parlé également. Et puis Google a fait une annonce la semaine dernière. Donc voilà, je pense que ce qui change, c'est une histoire de contexte.
Et puis après, nous, qu'est-ce qu'on s'est appliqué à faire dans ce contexte-là? C'est de simplifier un maximum l'implémentation de nos services au travers de nos partenaires bancaires. Nous, on a fait un record. Il y a un partenaire qui a, en 9 semaines, effectivement été capable d'intégrer nos services. Donc, un contexte qui fait que je dois, moi, banque, me réinventer, me poser un certain nombre de questions par rapport à l'utilisateur, plus le fait qu'en face, nous, on a un service qui est hyper plug and play. Je pense qu'effectivement, ça change. Après, Laurent, pour rebondir aussi sur ta question, le problème de fidélité et le cashback, c'est pas nouveau. Et il y a plein de programmes qui se lancent et qui s'annoncent tous les jours. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils marchent. Il y en a plein qui ne marchent pas. Moi, c'est ça. Donc, pour moi, ce qui est clé, pour moi, ce qui est clé, c'est encore une fois l'expérience client, parce que c'est super d'avoir plein d'usages sur les données. C'est l'expérience client. Nous, on a des programmes et on en fait des centaines Mastercard, donc on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a des programmes dans lesquels on a des millions d'euros et des dizaines de millions d'euros qui sont rétribués chaque année en pouvoir d'achat aux consommateurs. Pourquoi? Parce que l'expérience client, elle est complètement convergente au paiement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller cagnotter sur un site, faire de la rédemption de ses points, etc. Parce qu'évidemment, personne ne le fait. Moi, personnellement, par exemple, quand je vais dans un hôtel et que je gagne des points, je ne sais même pas c'est quoi mon mot de passe pour aller les récupérer. Je ne vais pas le faire. Et chacun a plein d'exemples comme ça. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une convergence, c'est-à-dire vous payez avec votre carte Mastercard dans n'importe quel terminal avec votre partenaire bancaire qui a décidé de lancer ce programme de fidélité, et automatiquement, la technologie va détecter est-ce que vous avez donné votre consentement pour participer à ce programme? Est-ce que vous avez acheté chez le bon commerçant? Quelle est votre expérience d'achat? Est-ce que vous avez acheté, je sais pas, il peut y avoir des happy hours, etc. Mais en fait, le consommateur, il n'a rien fait. Il a juste payé avec sa banque et sa carte et son partenaire. Et automatiquement, sans même qu'il le demande, sur son compte courant, on lui rétribue en disant cadeau, banque, avec notre partenaire et ses cadeaux. Et c'est des millions d'euros à la fin de l'année. Et ça, il n'y a pas beaucoup, je pense, de programmes de fidélité qui peuvent réclamer. On peut dire qu'on a lancé un programme, et il y a plein de programmes qui se sont lancés, mais de pouvoir vraiment avoir quelque chose de tangible, c'est pas facile. Oui, la simplicité est clairement l'enjeu. Et après, j'irai un cran plus loin, parce que si tu amènes une expérience qui est hyper simple pour ton consommateur et que tu lui dis, tiens, by the way, tu viens de gagner 10 euros, 15 euros, 20 euros, tu crées toi, banque, un nouveau touchpoint. Mais surtout, si jamais tu es hyper simple et que tu fais une bonne animation, en fait, ça crée de l'incrément pour le marchand. Et comme c'est lui qui paye au final, en fait, ça devient un système qui est très vertueux. Juste pour information, nous, on a en équipe les 800 points de vente Franprix. Sur 100 personnes qui ont une offre au travers de nos partenaires, il y en a 30 qui n'étaient pas venus depuis 6 mois au moins, donc ça fait de l'acquisition ou de la réactivation. Et sur les 60 qui étaient déjà venus, ça a augmenté la fréquentation de 43%. Et la raison de ces résultats-là, c'est que c'est hyper simple pour le consommateur. Donc c'est un cercle vertueux. Effectivement, l'autre complexité, c'est la pertinence de la coalition de commerçants. Si derrière vous couvrez 0,1% des cas d'usage de la carte, non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un programme qui récompense sur les usages. Donc la capacité de pouvoir adresser une part significative des dépenses du client. Pourquoi? Parce que vous avez une technologie qui donne à chaque commerçant le résultat tangible si c'est le payeur et une preuve a posteriori, parce qu'on n'a pas envie de demander à chaque client, jure que tu ne serais pas venu si la banque t'avait pas poussé, parce que personne ne va le faire. Donc une preuve a posteriori qu'effectivement il a pu gagner de la part de marché parce que c'est un challenger dans son industrie ou qu'il a pu augmenter sa fréquence d'achat. Et là, on touche sur des choses très sensibles liées à l'éthique et la vie privée. Parce que, à mon sens, d'être capable de dire à un commerçant le nombre de jours entre deux visites, c'est 18 et tes concurrents, c'est 12. Là, on est en train de manipuler des données sans avoir un consentement. Et donc, c'est très important de le faire dans un cadre respectueux. Et c'est pour ça que nous, on a lancé une initiative qui me paraît assez avant-gardiste, on a lancé avec IBM il y a 2 ans maintenant, une fondation, un trust qui s'appelle Truata et qui est un laboratoire stérile où il n'y a aucune donnée personnelle qui rentre à l'intérieur. Donc il y a tous les partenaires et nous-mêmes y compris qui peuvent y loger leurs données avec destruction préalable de toutes données personnelles. Donc il n'y a pas de numéro de carte, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse, etc. Par contre, vous avez effectivement toutes les données de paiement ou de transaction que vous souhaitez de manière anonyme avec une clé d'identification, sans possibilité de revenir en arrière parce que c'est un acteur indépendant, ce n'est pas un fournisseur ou une filiale, c'est un acteur indépendant. Et je pense que cette approche de travailler dans un laboratoire stérile permet de débloquer plein de cas d'usage sans avoir à répondre à la question est-ce que je maximise les données ou je protège la vie privée? René, justement, je voulais... D'abord, je te remercie parce que je viens d'apprendre que ma société était un laboratoire stérile, donc ça me fait très plaisir. Effectivement, nous, c'est exactement dans cet esprit-là qu'on travaille.
C'est-à-dire qu'on veut absolument sortir de la boucle business qui relie le consommateur, la banque, le moyen de paiement, la carte, etc., qui essaye toujours de valoriser un peu les transactions entre l'un et l'autre. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'extraire de tous ces systèmes-là un maximum de données, strictement anonymes, bien sûr, mais deux autres vertus indispensables, très granulaires et temps réel. Et si on fait un énorme data lake, avec des datas temps réel, très granulaires et anonymes, alors là, on peut faire ce qu'on veut. On est dans le modèle du labo stérile. Et du coup, on peut produire des modèles décisionnels ou des modèles d'analytique qui sont extrêmement puissants. Et toi, tu as les deux métiers, donc dans Botgood, tu fais l'acquisition et aussi la partie analyse derrière. Alors, on est beaucoup plus avancé et costaud sur la partie acquisition que sur la partie BI. La partie BI, on commence à la travailler, on défriche, et puis on est juste sur un marché de 6 milliards de dollars qui s'appelle le marché des panels de conso. Donc, on va peut-être y aller avec un peu d'humilité, et on va apprendre notre job step by step. J'avoue que je ne connaissais pas avant qu'on échange pour ce panel, et j'ai eu un peu peur pour toi quand j'ai vu la brève là, sur les tickets de caisse à arrêter d'imprimer. Si tu as développé tout un business sur le ticket de caisse... on est super content parce qu'en fait, les tickets de caisse, ils vont être dématérialisés. Donc, au lieu de devoir analyser une image, ce qui est très long, ce qui est compliqué, ce qui nécessite de passer par des étapes d'OCR, etc., on va directement accéder au contenu du ticket et on va pouvoir appliquer nos technos d'analyse sémantique qui nous permettent de comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous, ça nous va très bien. C'est mieux, en fait. Voilà, oui, c'est un super... Moi, je reste sceptique. Je reste sceptique parce que je viens d'une région. T'es sceptique, de toute façon, toi. Mais je viens d'une région où il y avait des VPCistes, ils avaient des data lakes de données, ça les a pas empêchés de mourir. Les VPCistes, les Trois Suisses, la Redoute. Bon, il faut bien comprendre que j'ai vécu plein de programmes dans tous les sens de cashback, etc. J'ai lancé un programme de cashback en 2005, mais qui a gagné finalement? C'est celui qui, enfin le public a plébiscité celui qui offrait des produits moins chers toute la journée. Every de low price, c'est Walmart. Donc finalement, tout ça pour ça, ça me va pas. Moi, je suis convaincu finalement que les entreprises ont énormément de mal, pour celles qui ne sont pas nées, qui n'ont pas l'ADN data, de se transformer. D'accord ? Ou peut-être qu'on met peut-être trop de croyances et d'attentes aussi dans ce qu'on va faire avec la data pour le client final. Oui, sans parler du mythe, les banques vont, ou la grande distribution va travailler nos data, le monétiser, etc. Ouais, non, je crois par contre, je reste positif dans le sens où il y a des comptes. Oui, on est tellement en retard sur certains points. Par exemple, le fichier positif, pour lequel je me bats depuis 15 ans, il va venir tôt ou tard parce que la data va nous créer. Tu vois. Je suis aussi très optimiste parce que finalement, j'investis dans des entreprises qui sont nées avec la data. Je suis en business angel, j'ai investi dans Early Birds qui fait que de la data et qui s'est vendu. Donc ça, quand tu nais là-dedans, ça marche. Donc c'est pour ça que je crois en ceux qui sont nés dedans. Mais ceux qui doivent se convertir, ce sera difficile. Alors moi, je ne suis pas né dedans, mais j'ai essayé d'apprendre. Puis surtout, j'ai recruté des gens qui ont été nés dedans. Donc du coup, eux, ils comprennent de quoi on parle. Je pense que quand on parle de data, en fait, on a tendance à mélanger des tas de trucs. Je pense que la data qui peut vraiment avoir de la valeur, en fait, il y a des effets de seuil. Il faut que ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que cette data soit très granulaire, donc le niveau de détail compte. Quand on analyse des transactions bancaires, c'est cool. Quand on analyse un ticket de caisse, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'au lieu de savoir, j'ai dépensé 50 € chez Carrefour, je sais exactement quelle catégorie de produits j'ai acheté, quelle marque, quelle est la récurrence de ces marques, quelle influence j'ai, quelle sensibilité j'ai à des opérations promotionnelles, etc. Ça n'a plus rien à voir. Les banques de distributeurs, les banques de distributeurs ont eu ça tout le temps. C'était le modèle. 25 ans avec 8 millions de clients. Elles avaient tout avec la carte de fil. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Juste essayer de finir le raisonnement. Je gagne de l'argent avec du crédit. Effectivement, les banques ont énormément de data. Les distributeurs ont énormément de data. Mais ils ont une tranche du gâteau. Ce qui intéresse un acteur de la grande consommation, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête du consommateur. Pas juste quand il est chez Carrefour, quand il est dans toute sa vie. Qu'est-ce qu'il fait du matin au soir, du soir au matin, toute l'année. Pour avoir une vision globale de ce qui se passe chez un consommateur, il faut se mettre avec lui, dans sa poche, dans son smartphone, etc. Il faut suivre ce qu'il fait à la trace. Il faut être agnostique, c'est-à-dire qu'il faut être capable de traiter des données d'où qu'elles viennent. Donc on peut très bien avoir une tranche du gâteau, aussi épaisse soit-il. Si on n'a qu'une tranche, on ne sera pas capable de reconstituer la totalité de ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai transformé mes cartes en Mastercard et Visa, pour mieux les suivre partout. Après, on a beaucoup parlé de... Ça t'a pas aidé. Ça n'a pas plus aidé. On a parlé d'une utilisation transactionnelle d'un point de vue service. Quelqu'un a jus d'orange pour... Il a un problème de vitamines, c'est l'hiver, c'est la déprime vers... Non, pardon, c'était pour Damien. Non, on a beaucoup parlé de l'utilisation finalement un peu transactionnelle, je rends du pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a aussi des aspects qui ont été évoqués qui me paraissent assez intéressants du rôle de la banque dans la société et de la volonté
de faire le bien avec notre métier. Il y a la possibilité, par exemple, nous on travaille sur des initiatives pour aider les villes à se réorganiser pour désengorger le centre. En France, il y a 100 millions de touristes. Comment arriver à créer des parcours alternatifs pour que tout le monde ne visite pas exactement les mêmes musées au même moment, etc. Et de redonner au territoire la richesse. Grâce aux données anonymes et agrégées, on peut dire, voilà, les gens qui ont le même type de profil que vous ont aimé voir ce type de territoire, et il y a des capacités de désengorger la ville. Il y a la possibilité aussi d'aider à décongestionner le trafic, parce qu'on peut aider à dire, voilà, vous voulez lancer une boutique dans tel ou tel domaine. En fait, en réalité, on est capable de dire d'un point de vue agrégé, mètre carré par mètre carré, sur le territoire, où est-ce que la demande pour ce type d'article se trouve, pour éviter que les boutiques se placent au mauvais endroit. Avec mes données de paiement, tu peux aider à l'urbanisation du territoire. Voilà, exactement. Exactement, donc il y a des idées sociétaux. La ville de Barcelone, par exemple, est très avancée sur ça pour aider à ce que, de manière démocratique, à ce que les citoyens puissent participer, donnent leur consentement sur quel usage de leurs données et voient très concrètement des améliorations d'un point de vue urbanisme ou d'un point de vue aménagement du territoire pour que ça corresponde aux attentes des consommateurs. Donc ce n'est pas que des aspects également transactionnels. Et Damien, pour finir sur ton sujet, mais donc, quand est-ce qu'avec tes 8 millions de clients, tu arriveras à faire des choses avec la data? Tu as l'impression que tu vas y arriver ou pas forcément? Oui, alors, encore une fois, on les ouvre à travers des places de marché, à travers des places de marché qui viennent vers nous avec plein de problèmes ou plein d'opportunités. Donc, en dehors je ne vais pas parler du KYC, qui en est un, mais vous l'aborderez tout à l'heure. On a un panel juste après. Donc, le dernier truc, c'est incroyable. Les facteurs, parce qu'on sert énormément de plateformes de finances alternatives, notamment en Italie, en Espagne. En France, le facturage est un monopole bancaire, donc on ne le touche pas. Donc, on l'appelle juste autrement, c'est tout. Mais... Dans ces pays-là, ça s'appelle invoice trading, on en sert plein, et elles viennent vers nous en disant « Aidez-nous à reconstituer le PNL en temps réel des entreprises auprès desquelles nous prêtons de l'argent pour améliorer nos scores. » Et je trouve ça incroyable, finalement, parce qu'à travers les fameuses API bancaires, on va accéder aux données en temps réel de toutes ces PME. Et finalement, on va pouvoir reconstituer en temps réel des PNL, des cash flows, etc. Et ça, je trouve ça incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On arrive à faire des choses, en tout cas. Voilà. Et en plus, ça t'a rendu le sourire. Alors, je ne suis pas sûr de voir le faire, parce que, encore une fois, je fais partie des sceptiques là-dessus. Donc, oui. C'est-à-dire que je pense que nous, on fait du paiement, et on le fait bien, et ça réclame déjà beaucoup de travail. Si en plus, je dois m'occuper de data pour reconstituer les PNL des entreprises, je crois qu'il y a d'autres startups qui le feront. Chacun son métier. Et ce que je voulais vous dire, oui, parce qu'on est plus fort quand on fait uniquement un métier. Et je voulais vous dire que la notion d'urgence, je ne l'ai pas senti ce matin dans le panel avec les banques. Et ça, je trouve ça formidable d'être dans le luxe, d'avoir le temps. Nous, on n'a pas le temps, il y a toujours une notion de survie dans les startups. Donc, les problèmes d'éthique, etc., toutes les questions qui se posent, je ne les sens pas tellement chez nos entrepreneurs dans lesquels j'investis et qui me parlent de gros hacking, etc., sans réaliser que finalement, c'est du vol de données. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, j'aimerais bien qu'on le dise pour bien montrer la dualité entre finalement ceux qui ont le temps, y compris Mastercard, voilà, et puis ceux qui sont dans la survie. Alors juste pour réagir sur ce commentaire, c'est pas bon pour là, t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix. De manière surprenante, je disais à mes collaborateurs qu'on n'a jamais eu autant de projets sur les datas depuis la RGPD. On peut avoir l'impression que c'est un frein. Au contraire, c'est un accélérateur. D'ailleurs, nous, Mastercard, on a décidé d'implémenter la RGPD au niveau mondial d'un point de vue protection, parce qu'on pense qu'au contraire, c'est une avancée, c'est pas un retard et c'est pas une contrainte, et qu'on peut arriver, comme j'évoquais, créer un environnement qui permette au contraire de libérer le potentiel de la data. On fait des centaines et des centaines de projets, donc nous, c'est notre cœur métier de faire ça. Mais je rejoins ce que vous dites, à savoir que je pense qu'il y a une accélération. J'étais invité par mon ancien employeur, j'étais dans le conseil avant, par un événement qui s'appelle David et Goliath. Je pense qu'il y a une accélération effectivement de grandes entreprises qui se rapprochent effectivement de start-up ou qui travaillent de plus en plus avec des partenaires technologiques parce que effectivement, tout le monde n'a pas son core business dans ce domaine-là, et donc effectivement, de fait de pouvoir s'appuyer, personne n'a l'arrogance d'être le meilleur du monde dans tous les domaines, et donc de pouvoir s'appuyer sur des spécialistes de chacun des domaines ou des acteurs technologiques, effectivement, ça peut permettre d'aller plus vite. Vous partagez mon stop, les startups se posent moins de questions, ou en tout cas en matière d'éthique, ils nous parlent de gros hacking sans sourciller. Ouais, mais là, ça sera vraiment le mot de la fin. Merci, vous pouvez les applaudir.